Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. On reprend le cycle d'interviews avec des entrepreneurs inspirants, des entrepreneurs de qualité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Uriel Méniassian. Bonjour Uriel. Bonjour Nathanaël. Alors Uriel, il décrit comme souvent décrit comme l'enfant terrible donc du coaching. Et il nous expliquera, si tu veux bien, tu nous expliqueras d'où vient ce surnom. Tu publies un ouvrage dont la thématique est la recherche d'emploi. Tu nous expliqueras un petit peu dans les détails, un petit peu l'histoire de ce livre et qu'est-ce que tu as mis dedans. Et tu es également par ailleurs l'auteur du site carrièrepunch.com. C'est bien cela? C'est bien ça, Nathanaël. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore dans le détail? D'accord. Alors, moi, effectivement, je fais du coaching. J'accompagne les personnes qui veulent trouver le job de leur rêve. Aujourd'hui, j'affiche un taux de réussite qui est supérieur à 90%. Et pour la plupart des personnes qui me suivent, effectivement, la moyenne, c'est pour 5 candidatures envoyées, ils ont en moyenne 3 entretiens décrochés. Il y a également aussi des personnes qui n'envoient aucune candidature et pour autant parviennent à décrocher des entretiens d'embauche en utilisant les techniques de networking notamment. Voilà. Alors aujourd'hui, mes clients, qu'est-ce que je peux encore ajouter, c'est qu'ils sont répartis sur plus de 136 pays. Hein. J'en ai beaucoup en France, mais également au Canada, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. Donc voilà, c'est devenu quelque chose de très international. Et du coup, c'est vrai que mes compétences ont largement dépassé, j'ai envie de dire, les frontières françaises. Et tu parlais de mon livre, donc c'est décrocher le job de vos rêves en 5 rounds. Alors pourquoi 5 rounds? Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la boxe et du coup j'ai fait un parallèle entre la recherche d'emploi que je vois un petit peu comme une compétition, comme un combat de boxe et ce sport que j'apprécie beaucoup. Et puis pour répondre à ta question, pourquoi l'enfant terrible du coaching? Eh bien c'est parce que pour ma part, je n'ai pas fait de formation de coaching, je n'ai pas fait de formation dans le recrutement du coup j'ai vraiment appris à la dure, j'ai envie de dire, sur le terrain en testant. Forcément, j'ai un discours qui est très atypique, qui est souvent en décalage complet avec la plupart des conseils qui sont donnés dans le domaine de la recherche d'emploi, mais qui, pour autant que je sache aujourd'hui, sont très efficaces. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse? Comment tu en es arrivé à t'intéresser aux techniques de recherche d'emploi? Est-ce que c'était d'abord personnel et comment est-ce que tu en es arrivé jusqu'à tester des stratégies et en faire un livre, en faire un blog? Comment c'est né? Comment c'est arrivé? Comment tout a commencé? Alors, Ouais, je dirais que c'est purement égoïste hein, à la base. ouais, Parce que la petite histoire, c'est que entre 2006 et 2009, j'étais dans un job clairement qui m'ennuyait. Le malheur pour moi à l'époque, c'était que le diplôme que j'avais obtenu en 2004 était complètement obsolète. En tout cas, parce que ce que moi j'avais écrit en 2004, en 2008-2009, c'était absolument plus d'actualité. C'était dans les domaines de l'informatique. Et donc, je me suis retrouvé à occuper un poste qui m'ennuyait profondément, mais j'avais envie de changer. Et le problème, c'est que mon diplôme ne valait plus rien. J'avais une peur bleue. Et c'est vrai qu'à l'époque, mon père me disait, mais Uriel, tu vois, quand tu te regardes dans une glace, qu'est-ce que tu vois? Alors, je dis, je me vois. Il me disait, tu vois un noir. Il était en France et on donnera d'abord les premières places aux blancs et les noirs viennent ensuite s'ils sont bons. Et du coup, alors aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai cette histoire-là, parce que une entreprise cherche d'abord les compétences, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est quelque chose qui m'avait profondément effrayé. Et puis du coup, j'étais vraiment conditionné en me disant, voilà, je suis noir, ça va être compliqué, etc. Un jour, je me suis dit, bon, il faut que je change d'emploi, mais simplement, il faut qu'avant, je trouve la formule parfaite qui me permet à tous les coups de décrocher un job. Et donc, je me suis dit, tiens, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est tester. Et j'ai commencé et poussé par mon épouse qui me disait, si tu veux avoir des bons conseils plutôt que de lire des livres, teste sur le terrain, tu t'en sauras sans doute plus que si tu lis 45 bouquins.
Et du coup, la logique est partie comme ça. Donc, j'ai commencé par poser mes RTT, des congés pour pouvoir passer des entretiens blancs pour des postes qui ne m'intéressaient pas forcément. Mais le but, c'était vraiment de faire un jeu et d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait. Donc, j'allais en entretien. Forcément, j'avais pas de pression puisque j'avais pas forcément d'intérêt pour le poste. Et je me suis rendu compte que dans ma façon d'approcher les entretiens, il y avait quelque chose qui intéressait beaucoup les entreprises que je rencontrais par ce biais-là. Et j'ai atteint un niveau où systématiquement, quand j'envoyais un CV, j'avais un entretien. Et ça commence à me prendre beaucoup de temps. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais partager toutes ces connaissances avec des gens qui sont réellement en recherche d'emploi. Ça a très, très bien fonctionné pour eux. Et puis, ça me prenait un temps fou, si bien qu'à un moment, ma femme m'a dit, bah, écoute, soit tu te lances dedans, soit t'arrêtes parce que ça devenait vraiment très envahissant dans ma vie personnelle. Et du coup, j'ai fait le choix de me lancer. Et j'ai commencé à partager mes techniques au travers de ce blog Career Punch jusqu'à aujourd'hui être reconnu comme un coach efficace dans le domaine de l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Donc, ça veut dire que, en fait, lorsque tu as commencé à expérimenter sur le terrain, donc ces différentes techniques, ça représente combien d'entretiens, combien de CV envoyés? Est-ce que tu as des chiffres un peu à partager Alors, avec? pour être très honnête, j'ai vraiment arrêté de faire les comptes parce que, tu vois, là encore, il y a quelques semaines, j'en ai encore fait. Alors, tu vois, la première raison, c'est qu'effectivement, c'est un chiffre qui est en constante évolution. Donc, c'est pas intéressant pour moi de dire là je suis à 50, là je suis à 80 et ainsi de suite. Il va y avoir une guerre des chiffres et c'est vrai que aussi autre chose, les gens quelque part ne sont pas intéressés finalement par cet exploit qui est personnel quelque part. Tout Tu à vois, fait. les gens, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus intéressés par les profils de personnes que j'ai accompagnées qui leur ressemblent. Et du coup, je me suis dit que tiens, ça sert à rien de faire le compte de ça. Que j'en sois à 150 ou à 200, on s'en fiche quelque part. Mhm. L'essentiel, c'est de voir, tiens, parmi les gens que j'ai accompagnés, tiens, il y a Estelle qui est secrétaire administrative, qui galérait pendant 6 mois et hop, et les gens peuvent s'identifier. Il y a cet ancien directeur général, il y a cette femme de ménage, il y a cet ingénieur, il y a cette personne qui était docteur en physique, chimie par exemple. Vous voyez, et du coup, en fait, j'ai commencé vraiment à plutôt tenir les stats de personnes que j'accompagne, c'était beaucoup plus intéressant, Oui, plutôt que mes stats effectivement personnelles. d'accord. Et donc, en fait, si je comprends bien, donc c'est parti, je dirais, de ta situation personnelle. Mhm. Est-ce que ça veut dire que tu n'avais pas retrouvé ce dont tu avais besoin dans la librairie, tous les livres qui sont disponibles chez Amazon ou dans les librairies classiques? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre à laquelle l'offre existante ne te convenait pas? Est-ce que ça veut dire Alors, ils sont soit obsolètes, soit c'est des techniques qui ne sont pas vraiment efficaces? Quel est ton sujet là-dessus, toi qui as alors, approfondi le sujet? c'est une question qui est délicate. Pour autant, je vais être très transparent avec ce que j'en pense. Et que pour moi, dans la première approche, si tu veux, lorsque j'étais justement dans cette logique de test, j'avais aucune, j'avais aucune légitimité, aucune connaissance. Voilà, comme la plupart, j'étais allé à l'école. Les professeurs à l'université nous ont expliqué comment on fait un bon CV, etc. Enfin, c'est ce que je croyais. Et du coup, je Mhm. m'étais basé sur ça, mais je me suis vite rendu compte que ça suffisait pas. Et donc, j'ai commencé à me documenter sur toute, effectivement, la librairie disponible. Donc, j'en ai lu plein, hein. Donc, que ce soit en français, en anglais, je pourrais même pas dire exactement le nombre de livres consacrés à la recherche d'emploi que j'ai pu lire. Et c'est vrai que dans tout ce flot-là, il y en a que quelques-uns qui en vaillent réellement la peine. Parce D'accord. que c'est vrai que sinon, la plupart, majoritairement, malheureusement, ce qu'ils se contentent de faire, c'est de reprendre finalement des conseils qui ont déjà été redits 50 fois et puis de les remettre plus ou moins au goût du jour. Et quand on prend un livre d'aide à la recherche d'emploi qui date des années 90 et un des années 2010, il n'y a pas énormément de choses qui ont évolué, si ce n'est la partie réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc. Donc ça, c'est déjà un premier constat. Et c'est vrai que je dirais que la plupart n'ont pas forcément testé leurs propres conseils.
Pour en donner un, il y a la lettre de motivation, il y a le plan vous, moi, nous, qui est Tout à fait. présenté vraiment comme le plan super, le seul qu'il faut utiliser dans une lettre de motivation. Et C'est le puis, grand bah, moi, classique. dans mes tests, et le grand classique. Et c'est vrai que moi, Mhm. dans mes tests, je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut imaginer un autre modèle de lettre de motivation? Et du coup, pour à l'époque faire un peu un pied de nez à ce plan vous, moi, nous, j'ai créé le plan moi, 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 où en fait, j'apprends aux personnes finalement à valoriser leur profil plutôt que bah, voilà, présenter, faire un peu du cirage de pompe de l'entreprise dans le paragraphe vous, puis moi je me présente rapidement, mais très souvent c'est de l'affirmation gratuite, voilà, je suis motivé, dynamique, etc. Et le nous où on demande un entretien. Donc là en fait j'ai complètement changé d'axe et je me suis rendu compte que quand j'envoyais ce type de lettre de motivation, les gens, bah, ils me rappelaient ou ils rappelaient mes clients beaucoup plus rapidement parce qu'il y avait des informations qui étaient réellement intéressantes et j'apprenais à mes clients et j'apprends toujours à mes clients à finalement à démontrer leurs compétences dans une lettre de motivation. Donc voilà, moi c'est le point de départ en fait, si tu veux, ça a été de la lecture de pas mal de livres, mais je me suis dit tiens, et si j'essayais autrement? Et si je faisais comme ça? Et pareil quand on donnait des conseils sur le CV, je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que dans mon CV je rajouterais pas telle chose ou pourquoi est-ce que je présenterais pas les choses de cette manière? Et puis si à la limite j'ai pas un diplôme qui est cohérent mais qui peut me faire penser à telle chose, pourquoi je le mettrais pas quand même? Et j'ai commencé à faire plein de tests et je voyais que tiens, mon CV était quand même beaucoup plus réactif alors qu'il était parfois plus compact, mais pas forcément très joli parce que je prenais pas de comment dire de template vraiment beau. C'était pour moi mon CV il reste basique, c'est du noir, sur du blanc avec des Il n'y a titres pas en de gras. fioriture, il n'y a Il pas n'y a pas de fioriture. D'accord. Il n'y a pas de fioriture. Et c'est vrai que du coup, ça permet aux recruteurs d'aller à l'essentiel. Quand on regarde comment on appelle, l'interface des moteurs de recherche comme Lycos il y a quelques années, on voit des liens partout, des annonces, des pubs. Et aujourd'hui, on voit Google, c'est tout simple. Il y a marqué Google au-dessus, un champ texte, basta. Et là, on va à l'essentiel. Et donc, j'ai vraiment essayé de revenir un petit peu aux sources. Et du coup, je présente un CV et des lettres de motivation qui sont complètement différents de ce qui est enseigné par ailleurs. Très bien, Ariel. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer comment fonctionne ton coaching et qu'est-ce qui le rend du coup aussi efficace, en tous les cas, quand on voit les chiffres? Comment ça fonctionne avec les clients? Est-ce que c'est en tête-à-tête? J'ai cru voir sur ton blog que tu faisais beaucoup de vidéos. Mhm. Donc, comment voilà, quelqu'un qui est en demande d'emploi, qui recherche un job, le job de ses rêves, quand il veut travailler avec toi en direct, comment ça se passe? Très bien. Alors, la première chose, je dirais, c'est que effectivement, je propose un programme gratuit sur mon blog dans lequel je forme finalement un petit peu, je donne les bases de ma méthodologie. Une fois que cette étape est passée, après la personne a la possibilité, si elle en a envie, d'aller plus loin. Et à ce moment-là, je vais proposer, puisque aujourd'hui, moi, ça m'arrive très régulièrement de travailler avec des groupes de 20, 30 personnes, voire plus. Et forcément, je ne peux pas faire du coaching personnalisé pour chaque personne en même temps. Ce n'est pas possible. Bien Par sûr. contre, j'ai créé toute une plateforme en ligne. Donc, il y a une partie où les gens, en fait, je leur donne des vidéos qui sont construites sur le modèle des entretiens individuels que je menais jusqu'avant. Ouais. Et pour les gens qui veulent, qui ont besoin d'un accompagnement plus personnalisé, du coup, voilà, il y a un forfait d'heures. Donc, les gens, je les accompagne comme ça sur 8 semaines. Le programme dure 8 semaines au total. Et donc, on va faire vraiment les grandes étapes qui sont reprises dans mon livre Décrocher le job de vos rêves en 5 rounds, où la première partie, ça va être axé vraiment sur finalement comment est-ce qu'on va apprendre à valoriser ses compétences, à les découvrir, à les mettre en valeur, etc. Deuxième étape, c'est le réseau physique, mais également les stratégies sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on aborde de complets inconnus et faire en sorte qu'ils deviennent de véritables prescripteurs, pardon, ou en tout cas des membres actifs de votre réseau. Troisième étape, ça va être le CV. Et quatrième étape, la lettre de motivation. Donc, j'ai créé vraiment des formats qui sont assez atypiques, qui sont présentés notamment dans le livre. Et dernière étape, ça va être l'entretien d'embauche avec tout ce qui est la négociation de salaire. Alors, j'ai développé une des techniques notamment d'entretien que j'ai développée, je l'ai appelée l'analytics punch.
qui consiste finalement pour une personne qui va en entretien à de ne pas venir les mains vides. C'est-à-dire que moi, mes poulains, comme je les appelle, hein, c'est comme ça que j'appelle mes clients, mes poulains, eux, vont en entretien avec généralement un dossier qu'ils vont présenter à l'entreprise et qui finalement va prouver qu'ils sont compétents, qu'ils sont opérationnels, qu'ils sont autonomes très rapidement. Et du coup, forcément, ils viennent avec des études de cas en disant, voilà, moi, j'ai découvert que par rapport aux informations qui m'ont été données par votre réseau, je sais que votre problématique en ce moment, c'est tel ou tel point. Et j'ai fait une petite analyse, voici les pistes de solutions que je peux vous proposer, et ainsi de suite. Et du coup, forcément, une entreprise, quand elle a un candidat de cette trempe-là, elle se dit, waouh, vous imaginez bien que si un recruteur va avoir, mettons, 15 candidats, celui qui vient avec cette approche, il se démarque instantanément. Il a tout de suite la confiance. Et du coup, ce qui est fort, c'est qu'avec ce genre de dossier, vous le laissez. Donc, le recruteur, il a une trace écrite encore qu'il va pouvoir présenter dans son rapport. On va dire, voilà, parmi tous les candidats qu'on a vus, celui-ci, il nous a encore laissé ça en plus. Et donc, forcément, vous avez des chances beaucoup plus importantes d'être le candidat sélectionné. D'accord, excellent. Donc, pour résumer, donc, si je comprends bien, tu as les personnes qui veulent travailler avec toi donc, peuvent soit acheter le livre qui est déjà une petite synthèse déjà de ce que tu fais. Exactement. Ensuite, d'accéder à ton blog où tu as des ressources gratuites. Et puis, ceux qui veulent accéder à la formation, il y a possibilité. Et ceux qui veulent vraiment travailler avec toi, qui ont été séduits, qui veulent vraiment, je dirais, avoir un accompagnement personnalisé, le peuvent également avec un coaching en individuel avec toi. Donc, il y a trois façons de pouvoir déjà être sensibilisé donc, à ta méthode. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Alors, fort de ton expérience, puisque tu as des clients un peu dans différents pays, différentes contrées, différents continents, d'après toi, quelle est la difficulté principale auxquelles sont confrontés les demandeurs d'emploi? Est-ce que c'est plutôt le CV? Est-ce que c'est la préparation pour l'entretien? Est-ce que c'est le ciblage? D'après toi, qu'est-ce qui est… Alors, très honnêtement, quand j'ai découvert quel était le problème numéro 1 des personnes en recherche d'emploi, je suis littéralement tombé de ma chaise. Parce que, effectivement, naturellement, comme je pense beaucoup de coachs, on se dit finalement, les gens, leur problème, c'est le CV. Ils ne savent pas se valoriser. Ou ils ont le trac en entretien, ils ne savent pas comment gérer ça, etc. Ils ne savent pas trouver les bons arguments. Mais en fait, le problème est complètement différent. Le vrai problème des personnes en recherche d'emploi, et ça je le sais parce que j'ai fait une enquête en 2016, j'ai interrogé près d'1 millier de personnes en recherche d'emploi et je leur ai demandé la chose suivante. Pour vous, quel est le problème numéro 1 dans votre recherche d'emploi? Et ce qui s'est passé, c'est qu'à plus de 80%, les gens ont répondu mon problème numéro 1, c'est mon manque de confiance en moi et dans mes capacités. Et j'ai complètement halluciné. Je me dis, mais tiens, moi je pensais que leur problème c'était le CV. Mais non, en fait, c'est un problème de confiance en soi. Parce qu'effectivement, si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas valoriser ses compétences, on ne peut pas le valoriser dans le CV et du coup, en entretien, on n'est pas très à l'aise. Et donc, en fait, la vraie source du problème, c'est ça. Pour une personne en recherche d'emploi, c'est un problème de manque de confiance en soi. Et ça s'explique très facilement, en fait, quand on y réfléchit. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence. Parce que une personne qui est en recherche d'emploi, classiquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va postuler à droite à gauche. Elle va généralement avoir beaucoup plus de refus. Parfois, elle n'aura même pas de réponse. Et donc, forcément, quand on est confronté à cette situation, on finit par se dire, mais si on ne me répond pas, si on me dit tout le temps non, 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 ça veut dire que quelque part, je ne suis pas aussi bon que je le pensais. Peut-être que je ne mérite pas. Et ce qui se passe très souvent, c'est que les personnes qui sont en recherche d'emploi, au bout d'un certain temps, quand elles voient qu'elles n'ont pas de réponse, elles commencent à baisser leurs prétentions. Elles baissent leurs prétentions salariales, elles baissent leurs prétentions par rapport en termes d'ambition de poste également. Elles se disent, finalement, peut-être que le poste de responsable, ce n'est pas pour moi. Pourtant, j'ai 10 ans d'expérience là-dedans, mais visiblement, mon profil n'intéresse pas. Peut-être que je dois baisser mes prétentions d'un cran. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, forcément, après, derrière, on a un problème de manque de confiance en soi. Et c'est pour ça aussi que la première étape dans mon programme, ou ce soit dans mon livre, c'est une étape qui redonne confiance c'est une étape qui redonne confiance aux gens. C'est-à-dire qu'on va leur montrer en quoi ils sont bons, en quoi ils ont des résultats intéressants,
en quoi ils sont légitimes pour le poste. Et même s'ils estiment ne pas être légitimes, parce que très souvent, des gens me disent, mais Uriel, voilà, il y a un poste qui m'intéresse, je ne l'ai jamais exercé, je ne me sens pas légitime, comment je fais? Et on trouve toujours un moyen de légitimer cette personne-là, même si elle n'a aucune expérience dans le poste. D'accord, ok, très bien. Donc la première étape, c'est de redonner de la confiance, parce qu'effectivement, si on arrive en entretien et qu'on n'est pas sûr de soi, on le voit parfois sur les titres des CV où les gens ont tendance à comment je veux dire, à pas avoir confiance en eux parce que voilà, c'est assistant, stagiaire, junior, voilà. Tout à Donc fait. d'entrée de jeu, avant même de commencer, sous prétexte, et encore une fois, on peut le comprendre, hein, sous prétexte qu'on n'a pas d'expérience, qu'on est jeune diplômé ou qu'on est jeune ou qu'on fait jeune, on va se dévaloriser automatiquement et en entretien, le recruteur va le sentir et le percevoir et ça va pas forcément jouer en la faveur du candidat. Et ça, ce que tu dis, c'est profondément vrai parce que c'est quelque part, moi-même, de par mon parcours atypique, je suis passé par là. C'est-à-dire que à un moment donné, alors là j'ai la barbe et tout, mais c'est vrai que quand j'ai démarré, voilà, j'avais aucun poil sur la tête, je me rasais systématiquement. Donc, quand les gens me voyaient, ils me disaient, mais vous avez quel âge, monsieur? Ah, vous avez des enfants? Mais vous avez quel âge? Et c'est vrai que les gens me donnaient facilement 23, 24 ans. Quand j'allais manger un donneur, automatiquement, les gens me tutoyaient, pensant que j'étais étudiant. On me demandait, mais qu'est-ce que vous étudiez? Alors moi, je disais, j'étudie le marché de l'emploi. Du coup, j'avais droit au menu étudiant. Mais c'est vrai que du coup, avec tout ça, avec le fait que je fasse jeune, que j'ai pas les bons diplômes, que j'ai pas la certification de coach, tout ça a fait qu'à un moment donné, quand je voyais des gens qui avaient 45, 50 ans, je ne me sentais pas légitime pour les accompagner. Alors que j'avais les compétences déjà. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle David Laroche, Tout et à je lui fait. ai Ouais. dit, mais j'ai assisté en fait à une de ses conférences et je voyais que lui, au lieu de ses 25 ans, voilà, il y avait des gens qui, dans l'assistante, avaient 45, 50 ans et plus, et qui l'écoutaient, mais religieusement, comme si, voilà, il y avait. Alors Tout à qu'il fait. fait hyper jeune. Et à la fin de sa présentation, je suis allé le voir et je lui ai dit, mais moi, je comprends pas. Enfin, toi, tu fais super jeune. Là-dedans, il y a des gens qui pourraient être tes parents, si ce n'est pas tes grands-parents. Et moi, mon problème, c'est que je fais vachement jeune et je ne sais pas comment je peux faire pour être légitime aux yeux des gens qui ont 45 et 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, mes clients, ils ont mon âge. Ils ont entre 25 et 35 ans. Et il me dit, mais Uriel, c'est très simple. Tu prends un stylo, tu écris les 100 raisons pour lesquelles tu es légitime pour être ce coach-là, même pour accompagner des gens qui ont 45, 50 ans et plus. Et franchement, sur le moment, je me dis, mais il est con, quoi. Je lui dis que j'ai pas une raison d'être légitime et il veut que j'en écrive 100. Et franchement, je suis parti un petit peu frustré de cet entretien. Je dis, bon, bah, ouais, merci David, c'était sympa. Et voilà. Et c'était fin de la conversation. Et j'étais en colère. Et en fait, au bout de quelques jours, je me suis dit, bon, bah, après tout, il m'a donné un truc. Ça me semblait un peu trop beau pour être vrai, mais si j'essayais. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir aux raisons qui faisaient que j'étais légitime. Et là où il avait raison, c'est qu'à partir du moment où j'avais pris conscience de ça, j'ai arrêté de me poser des questions. Et ce qui s'est passé, c'est que bizarrement, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des clients qui avaient 40, 45, 50, 55, 62 ans. J'avais rien changé. C'est juste que j'avais compris qu'il ne fallait pas que je me pose des questions sur ma légitimité. J'en avais suffisamment. Et du coup, je me suis comporté comme quelqu'un qui était légitime. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient 45 ans et plus, ils ont arrêté de se poser des questions parce que moi-même, j'ai arrêté de m'en poser. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important dans mon coaching, c'est que je vais finalement prendre la personne et lui dire, voilà, aujourd'hui, tu ne te sens pas légitime pour ça, très bien. Mais maintenant, on va écrire 100 raisons qui vont faire que tu es en fait légitime. Et quand la personne va commencer par dire, ah bah tiens, ouais, effectivement, j'avais oublié que j'avais mis en place telle chose, j'avais pas du tout conscience que mon travail, il avait apporté telle et telle chose dans l'entreprise, ainsi de suite. Et du coup, elles vont arrêter de se poser les questions de est-ce que je suis légitime ou pas. Elles vont simplement foncer parce que du coup, elles auront découvert tous les arguments qui vont leur permettre d'être légitimes et de tout simplement valoriser leur profil. Merci beaucoup pour ce partage, parce que c'est vraiment une perle de sagesse que tu partages également à tes clients maintenant, que tu as reçu de David et maintenant que tu partages à tes clients. Alors pour clore cet entretien,
Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner deux, trois arguments qui font mouche, mais systématiquement en entretien? Avec ton retour d'expérience, avec le coaching que tu as mis en place avec tes poulains, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Est-ce que tu as peut-être deux, trois clés qui font que lorsque je suis en entretien, j'ai envoyé mon CV, j'ai ma lettre de motivation, je suis en entretien, il y a peut-être 10 autres candidats qui sont dans le couloir. Comment est-ce que je peux faire pour taper dans l'œil du recruteur, qui m'évacue pas, que je sois au moins dans la shortlist. Puis après, bon, D'accord. dans la shortlist. Alors, si tu as deux, trois Très clés bien. à partager. Ok, alors je vais en donner trois. Alors, la première clé, c'est d'avoir un discours qui soit orienté résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un recruteur, il se fiche de savoir finalement si vous savez faire les tâches qu'il attend de vous. Parce que normalement, admettons que vous soyez comptable, si vous êtes comptable, normalement, vous savez traiter des devis, vous savez traiter des factures, vous savez faire des bilans. Voilà, tout ça, ce sont des tâches finalement qui sont bateaux, qui sont classiques pour un comptable. Ouais. Ça, c'est Donc, de l'acquis si normalement. si vos principaux arguments, ça va être de dire, bah oui, moi je sais traiter les factures, je sais traiter les devis. Si on retrouve ça sur votre CV, si vous redites ça encore en entretien d'embauche, quelque part, on s'en fiche. Le recruteur, lui, il n'a aucun moyen de vous évaluer parce que finalement, bah, les 10 personnes, les 10 autres comptables qu'il va rencontrer, ils sont capables de dire la même chose. Et le but, finalement, c'est vraiment de dire quelque chose que les autres ne sont pas en mesure de dire. Donc pour ça, il faut avoir une logique orientée résultat. Ça veut dire finalement, un résultat, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez amélioré? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place qui a amélioré la vie de l'entreprise? Est-ce que, par exemple, en tant que comptable, vous avez fait en sorte que l'entreprise paye moins de cotisations, que l'entreprise ait des frais de roulement moins importants, que l'entreprise ait une fiscalité beaucoup plus intéressante, etc., etc. Là, c'est un résultat. Si vous pouvez dire, ouais, bon, en tant que quand j'étais comptable, j'ai vu, par exemple, qu'il y avait telle formalité que mon patron n'avait pas mis en place et que normalement, si l'URSSAF nous tombait dessus, ben, on payait 15 000 € d'amende. Du coup, j'ai fait le nécessaire pour que cette amende ne nous tombe jamais dessus. Dans la légalité, j'ai éliminé ceci, j'ai mis à jour cela et résultat, l'entreprise a économisé 15 000 €. Ça, c'est intéressant parce que là, c'est un résultat. D'accord. Un résultat, c'est quelque chose que vous avez amélioré, quelque chose qui est positif que vous avez soit mis en place, soit amélioré, ou quelque chose qui est négatif que vous avez soit atténué, soit complètement supprimé. Ça, c'est un résultat. D'accord? Donc, et ça, de la femme de ménage au directeur général, tout le monde a des résultats. Donc, dans votre discours, première clé en entretien, c'est d'avoir un discours orienté résultat. Deuxième chose, et c'est un petit peu lié, c'est de ne pas rester dans ce que moi j'appelle l'enfer de la compétence théorique. Concrètement, si on vous dit, admettons que vous êtes manager et on vous dit, est-ce que vous savez gérer les conflits? Alors vous, ce que vous allez faire, vous allez répondre, bah oui, je sais gérer les conflits. Quand il y a un conflit, par exemple, je fais venir les deux parties qui sont en conflit et puis je rejoue mon rôle de médiateur et voilà, je fais prendre des engagements aux deux parties, ainsi de suite. En fait, là, ce discours, il sonne faux. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, si vous êtes étudiant en management et ben là, je viens à la limite de ressortir un cours de théorie. Et quand un recruteur vous pose une question, en fait, il faut apprendre à lire entre les lignes. En fait, la vraie question, c'est est-ce que vous pouvez me montrer que dans votre parcours, vous avez su gérer effectivement un conflit? Et là, si dans votre réponse, vous dites ah bah tiens, dans telle entreprise, je me souviens qu'il y avait deux équipes qui ne s'entendaient absolument pas. Il y avait ceci, il y avait ça. Et là, vous posez le décor. La personne, le recruteur est en train de se projeter avec vous. Vous lui racontez une histoire. Et du coup, il sait que c'est du vécu. Ce n'est pas de la théorie. Et là, vous faites mouche. Et j'ai envie de dire, troisième clé en entretien, ça va être d'apprendre à répondre à toutes les questions invisibles. Parce que quand on vous demande une question du type, ben voilà, est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous savez dire non? Ben, il y a des gens qui vont dire bah oui, je sais dire non. Et point à la ligne. Il y en a d'autres qui vont dire bah oui, quand je dois m'imposer dans certaines situations, je sais dire stop. Et là, on est de nouveau dans le piège de la compétence théorique parce que on n'est pas dans une situation vécue.
Mais si Ouais. on dit, bah tiens, voilà, est-ce que je sais dire non? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Oh, peut-être qu'il veut savoir, est-ce que je sais m'imposer dans un contexte? Peut-être qu'il veut savoir si, quand il y a des gens qui exagèrent, est-ce que je suis capable de mettre le haut là? Est-ce que je suis capable de prendre une décision difficile? Et ainsi de suite. Et on commence à se poser toutes ces questions-là. Et du coup, on se dit, moi, la formule que j'ai trouvée, c'est que lorsqu'on répond à 3 questions invisibles, on répond automatiquement et de façon authentique et pleine à la question qui est posée explicitement. Et du coup, quand on fait cet exercice, alors il ne faut pas le faire pendant l'entretien, hein, c'est trop tard. Clairement, vous n'allez pas avoir le temps. Ou qu'est-ce qui veut dire? Quelle est la question invisible qui est cachée? C'est trop tard. Ouais. Il faut le faire vraiment en amont. Voilà, donc si vous le faites, effectivement, bah, vous savez exactement quoi répondre. Et alors, 4e clé bonus, c'est finalement, vous pouvez faire j'ai envie de dire, le programme de l'entretien avant même, peu importe les questions qui sont posées. Parce que beaucoup de gens se disent, ah, mais c'est dommage, le recruteur ne m'a pas posé telle ou telle question et j'ai pas su, du coup, j'ai pas pu en parler. Bah, c'est bête parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il vous pose la bonne question. Vous pouvez vous prévoir les réponses parce que c'est comme un commercial. Un commercial, quelles que soient les questions que le client va poser, lui, il va sortir son argumentaire. Donc, si vous savez que, ah bah tiens, il faut absolument que je lui parle de tel élément, voilà, j'ai su gérer un conflit dans cette expérience-là. S'il me demande, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bah, vous allez dire, bah, moi, une de mes forces, c'est que je sais gérer les conflits. Par exemple, et là, je raconte mon histoire. Tout à fait. Si il vous demande, est-ce que vous avez un exemple de réalisation concrète? À dire, ah bah oui, un exemple de réalisation, c'est que moi, je sais gérer les conflits. Par exemple, dans telle expérience, et là, vous racontez votre histoire, vous expliquez qu'il y avait une équipe de bras cassés, grosso modo, qui ont réussi à obtenir de super résultats parce que vous avez éliminé un conflit. Vous voyez? Et du coup, quelles que soient les questions qui sont posées, si vous préparez vos réponses à l'avance, ben, vous pouvez les sortir quoi qu'il arrive. Donc, merci pour ces cadeaux et ces clés que tu nous as transmis. Donc, on peut retrouver l'ensemble de ces techniques, de ces stratégies dans ton ouvrage. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre? Donc, l'orage, c'est décrocher le job de vos rêves en 5 rounds, qui est disponible aux éditions Erol et vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies ou tout simplement sur Amazon. Sur Amazon. Excellent. Merci encore pour ces idées. J'espère que ça va pouvoir aider un certain nombre de personnes à décrocher le job de leur rêve. Et de toute façon, on remettra dans la description le lien vers ton site internet pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de tous ces conseils. Merci beaucoup, Uriel, et je te dis à très bientôt. Merci Nathanaël. À très À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.